Allez, c'est parti. Bonjour à tous. On va attaquer. Parce qu'on était 11 et maintenant on n'est plus que 10. Alors avant de se retrouver à 2, on va démarrer. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Super, super. Bon, ben, bienvenue à toutes et tous. On n'est plus que 9. Putain, je vais me dépêcher. Je vais faire la présentation en 3 minutes. Bienvenue donc dans cette session consacrée au bois paille. Donc, je suis Roger Garivier, le fondateur et dirigeant de la manufacture Bois Paille. Et je suis avec Philippe Revel, qui est le directeur commercial de la société. Je vais vous faire une petite présentation. Je vais essayer d'aller assez vite parce que ça peut vite devenir un peu soporifique, les présentations PowerPoint. Vous pouvez au fil de l'eau poser des questions sur le chat, je les dépilerai à la fin. Et comme ça, on ne les oublie pas. Et puis après, je pense qu'on en a pour 20-25 minutes de présentation. Et derrière, on échangera questions-réponses en plus des questions qui sont sur le chat. Si c'est bon pour vous, on est parti. Je partage. Alors. Ah, ben super, parfait. J'ai les pouces qui sont levés, donc c'est parti. Je vais vous parler donc de ce que nous faisons et des produits que nous développons. Donc, on est fabricant de murs ossature bois et on est spécialisé dans l'isolation paille. Et je vais vous expliquer pourquoi. On est sur Villefranche, donc à côté de Lyon. On a une usine qui aujourd'hui peut sortir 40 000 mètres carrés de murs ossature bois isolés en paille par an. On est vraiment dans une logique de construction hors site, c'est-à-dire que au-delà des murs ossature bois, on va aussi équiper ces murs avec des bardages, avec les fenêtres, avec des préenduits base terre, par exemple. Réaliser des pré-câblages également. On a été d'ailleurs lauréat de l'appel à projet construction en site dans le cadre de France 2030. Et on a un partenaire qui s'appelle Activum, qui est basé à Montluçon et qui a le même process que nous. Donc, nous travaillons avec une certaine proximité. Je commence par les réalisations parce que donc alors je ne connais pas votre niveau de maturité par rapport au bois paille, mais il y a toujours les trois petits cochons qui veillent. Si c'est pas les trois petits cochons, c'est le chantier collaboratif en sandalette. Donc en fait, on n'est plus du tout là-dedans. Et le meilleur moyen de le prouver, c'est de vous montrer quelques réalisations assez emblématiques. Donc voilà, un gymnase dans l'Isère où voilà, il y a pas un mur droit quelque part et tout est isolé en paille ou avec un petit complément de laine de bois qui nous permet de faire les murs pignons et les rampants. Voilà, une maison de santé dans la belle région du Périgord. Voilà, un chantier, un groupe scolaire à côté de Lyon, Fézin. Donc, on a fait tous les caissons de toiture sont isolés en paille. Et c'est intéressant parce qu'on est sous PPRT, c'est-à-dire qu'il y a les proximités des raffineries, donc il y a un risque d'explosion. Donc, il faut que les caissons de toiture, avec le souffle, ne partent pas dans le lotissement d'à côté. Donc, ben voilà, ça a été possible avec du bois et de la paille de construire dans un environnement potentiellement explosif. Là, ça n'a rien à voir, c'est l'industrie, c'est un mur acoustique. Voilà, derrière, il y a des gros aéro-réfrigérants et faisait beaucoup de bruit.
Et donc, on a utilisé la paille pour ses capacités d'absorption acoustique, qui sont entre moins 29 et moins 35 dB, plus un bardage intérieur acoustique perforé. Voilà, là, c'est l'intérêt, c'est de voir que la finition, c'est une finition enduite. C'est un enduit sur ETIX, voilà, qui est perspirant. On fait quelques maisons, mais ce n'est pas notre cœur de métier. Par contre, il y a une maison à Bois-Paille qui est très emblématique, c'est la maison Feuillette. Pourquoi? Parce que c'est la plus ancienne recensée et donc elle est à Montargis et elle est en très bon état. Ils ont fait une rénovation il y a quelques années. En fait, ce qui a été surprenant, c'est que la paille dans les murs, on pouvait la remettre dans les champs. Elle était pas du tout détériorée. Voilà. Ça peut se faire si on respecte des règles de construction, les règles professionnelles, notamment de la construction paille. J'ai vu qu'il y avait une petite question. Comment sont commercialisés vos produits? Via négoce ou direct? Les deux. Les deux, c'est-à-dire que on a un canal de commercialisation via le négoce, et l'essentiel, c'est des charpentiers ou des entreprises générales, tous ceux qui ont, ou des maçons, ou des métalliers. Voilà, on a vraiment une population qui est en train de complètement se diversifier. En fait, en gros, tous ceux qui savent faire du levage et construire, qui potentiellement peuvent être nos clients. Donc voilà, maison Feuillette, 104 ans, et pas une ride. Alors pourquoi la paille? C'est pas, parfois on me dit c'est tendance, mais en fait on l'a pas vraiment fait pour que ça soit tendance. Il y a des vraies raisons derrière. Déjà, il n'y a pas de conflit d'usage. 40% de la paille est disponible sur le territoire et pas utilisée. Évidemment, ça varie d'une année sur l'autre. Cette année, ça sera un petit peu plus tendu parce que pour semer, c'était un peu compliqué. Néanmoins, à l'échelle du territoire, on a de la paille en abondance. Si on venait à isoler 500 000 logements neufs dont on a besoin, les 100 000, on va dire, en fait, ça serait vraiment l'épaisseur du trait. On préempterait que 5% de la paille disponible. Donc voilà, c'est déjà hyper important et c'est fondamental. C'est un super puits de carbone, hein, donc on connaît avec le bois, la paille, c'est tous les ans en fait. Donc sur nos murs, on stocke 100 kg de carbone biogénique, plus de 100 kg par mètre carré. Voilà, à comparer déjà à des isolants qui émettent du CO2 pour être fabriqués. C'est naturel, en fait, il n'y a pas d'additif, pas de liant, il n'y a rien d'autre. La seule transformation, elle est mécanique avec la compression pour avoir la densité qui va bien. Et puis au final, ce n'est pas qu'un exercice de style, c'est-à-dire qu'on a des murs qui sont extrêmement efficaces, notamment en confort d'été avec 14 heures de déphasage et puis avec un R qui est supérieur à 7. Donc, tout la paille, super matériau, mais il y a un mais, en fait, la mise en œuvre était extrêmement manuelle jusqu'à présent, jusqu'il y a quelques années, tirée par des chantiers collaboratifs, des maisons fabriquées en autoconstruction. Donc voilà, qui répond à un besoin, besoin aussi de rénovation par geste. Par contre, clairement, avec des gestes, une pénibilité et une intensité manuelle aussi élevée, ça devient très très compliqué de massifier et de changer d'échelle, de pouvoir répondre à des bâtiments, des groupes scolaires où il y a 4000 m² de bois paille. Il fallait faire autrement et c'est notre créneau. Voilà, on a industrialisé. Les bienfaits, déjà sur la partie atelier, on optimise, on mécanise, donc on va plus vite avec moins de main-d'œuvre. Donc on arrive à baisser des prix de revient. Et aujourd'hui, nos murs avec un R de 7 et 14 heures de déphasage, en prix de départ, ils tournent autour de 150 € du mètre carré.
Voilà, c'est pas un mur en terre crue qui peut coûter beaucoup plus cher, bon, qui a d'autres vertus comme l'inertie et autres. Voilà, on a quand même un produit qui est abordable. On a une répétitivité parce que finalement, la presse qu'on a, elle pousse à 300 kg et en fin de journée, elle pousse aussi à 300 kg, ce qui n'est pas forcément le cas avec le persuadeur à 2,50 m. Et puis, ça nous permet d'être capacitaire et de pouvoir faire beaucoup plus de surface dans de bonnes conditions de qualité et de pénibilité, parce qu'il y a quand même le sujet de pénibilité de la mise en œuvre de la paille. Une botte de paille, ça fait entre 15 et 35 kilos. Voilà, donc si on doit la récupérer par terre 100 fois par jour, évidemment, on a les reins en compote. Donc voilà, on travaille avec des chemins de rouleau, avec des amenages pour éviter ça, des prenseurs à ventouse, etc., etc. Donc on est perpétuellement en train d'investir et d'avancer sur le sujet de la pénibilité qui nous donne la capacité au final dans de bonnes conditions. Et sur le chantier, bon après ça c'est des vertus qu'on connaît tous, hein, c'est rapidité de mise en œuvre. Nos clients aujourd'hui posent entre 100 et 200 mètres carrés jour de mur. En question de toiture, ça peut aller encore plus vite, ça va très très vite. Il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de main d'œuvre, pas de nuisance. Enfin, c'est un chantier propre et silencieux. Et puis en termes de coactivité, on est peu nombreux, ça va très vite, et donc elle est améliorée. Le contexte réglementaire qui est évidemment éminemment stratégique. Alors, d'abord, on fait de l'ossature bois, donc on répond au DTU 31.2 et le 31.4 pour les FOB. Ensuite, on va prendre dans ces ossatures bois, on va les isoler en paille. Donc là, on se retrouve dans le cadre des règles professionnelles de la construction paille. Ça porte sur l'isolant, hein, ces règles sont validées par la C2P depuis 2012, donc ça fait une douzaine d'années, avec les retours d'expérience qu'on imagine qui sont significatifs. Et qui ne sont pas mauvais parce que ils sont même très bons. La QC communique très régulièrement sur la construction bois-paille et n'a pas enregistré de sinistralité spécifique par rapport à ça. Ce qui fait qu'on est en technique courante jusqu'à R+2, donc 8 mètres hauteur du dernier plancher. Donc ça veut dire... Enfin, alors, il y a une condition, il faut être formé pro-paille. Donc, c'est une semaine de formation par le réseau français de la construction paille. C'est notre cas. Et à partir de là, la construction est évidemment assurable. Donc, nous, on a une décennale fabricant. Le charpentier ou l'entreprise générale a sa décennale constructeur. Et donc, voilà, jusqu'à R+2, ça ne doit pas poser de problème réglementaire spécifique, ni avec l'assureur, ni avec le bureau de contrôle. Au-delà, là, il y a deux cas. R+4, on a des avis de chantier délivrés par des bureaux de contrôle, parce que finalement, R+4, on n'est pas très très loin, on a le même système constructif, il est quand même maîtrisé, donc en termes de gestion de risque, on peut sans prendre des risques dingues, franchir le pas et se retrouver construire en technique non courante, ce qui fait un peu potentiellement peur, mais là avec un système constructif qui est complètement maîtrisé, si on dimensionne bien, il n'y a pas de raison particulière. Si on va au-delà, là, il faudra passer par une ATEX, K ou KB. Voilà, on commence à y travailler un petit peu aujourd'hui. Mais on n'a pas d'ATEX manufacture bois-paille pour faire du R+10 en FOB, par exemple, à ce jour. Donc la botte de paille, ce n'est pas un matériau à la base destiné à la construction, hein. C'est un coproduit de l'agriculture, mais avec les règles pro, on a un certain nombre de spécifications qui font que on va spécifier cette paille, on va la contrôler et on va en faire un matériau destiné à la construction. Bon,
la paille, c'est la tige, la partie tige, hein, la tige sèche d'une céréale dont les épis ont été récoltés, évidemment. Donc, j'en parle pour les objections couramment qu'on nous fait. Il n'y a rien à manger dans nos bottes de paille, et vous allez voir comme nos bottes sont comprimées dans le caisson, il n'y a plus de vide. Donc, il n'y a pas particulièrement de place pour les rongeurs. Il n'y a rien à manger. Maintenant, on est conforme au DTU 31.2 et on va mettre des grilles anti-rongeurs. On va faire ce qu'il faut non plus pour ne pas provoquer les bébêtes. Les règles professionnelles fonctionnent avec la paille de blé. C'est 85 voire 90% de la paille disponible. On a fait des essais avec de la paille de riz, ça peut aussi très bien marcher. Les récoltes sont en octobre. Pour le sud, c'est intéressant. Aujourd'hui, elles ne sont pas encore englobées dans les règles pro. Notre paille, on a plusieurs fournisseurs qui viennent de plusieurs coins, plusieurs régions, pour des raisons évidemment climatiques, de récolte, de précipitation, de sous-sol, etc. Notre fournisseur principal, la paille est cultivée à 10 km et il nous livre avec son petit tracteur. La porte, elle fait 4,50 m de haut, ça vous donne une idée des moyens qu'ils peuvent déployer. Voilà, donc puis c'est intéressant parce qu'en fait, on dynamise quelque part une filière. Pour la petite histoire, cet agriculteur, il a essayé aussi de se diversifier dans le bio. Il m'a dit, je suis content d'avoir tes 10 000 bottes de paille par an parce que ça me permet d'amortir les investissements que je n'ai pas pu forcément amortir avec le bio. Voilà, donc on utilise, je le répète encore une fois, les bottes de paille on va voir dans la plage de densité et pas de la paille en vrac. Alors, paille en vrac, c'est la paille qu'il y a par terre qu'on ramasse en fin de journée. Nous, on le met dans des big bags et on l'offre à des centres équestres. Paille en vrac, ce n'est pas la paille hachée ou la paille défibrée, qui est encore autre chose. Donc, les bottes de paille doivent respecter la forme parallélépipédique, un taux d'humidité inférieur à 20% de masse sèche et une densité entre 80 et 120 kg du mètre cube. Et des dimensions 37-47 et une longueur variable entre 80 et 120 cm. Ça, on le contrôle à la prochaine récolte en mois de juillet. Je vais aller, dès qu'ils font les premières bottes, je vais aller contrôler la densité, ses caractéristiques pour valider, pour qu'ils puissent faire une série. Et on le contrôle aussi également quand il nous livre après stockage. Tout ça, il y a de la traçabilité. Et effectivement, à chaque chantier, on nous demande les relevés d'humidité de la paille. Nous avons quatre types de murs. En fait, c'est 2x2. On a 2 épaisseurs. L'épaisseur historique, 360 mm. Et puis, ce qu'on appelle la demi-botte, épaisseur 220 mm, qui est évidemment moins performante. Mais moins cher. Et voilà, ça fait des murs finis qui se retrouvent autour de 35 cm, donc ça ne perturbe pas trop les habitudes. Par contre, si on se projette dans un ou deux seuils RE20 plus tard, la 360 mm, quelque part, va s'imposer, quoi. Et puis, on a 2 types de finitions, bardées ou enduit sur ETIX. Donc, les 2 sont possibles et les 2 sont conformes aux règles professionnelles. Il faut veiller simplement pour ce qui est finition enduite extérieure à utiliser un enduit qui a un SD inférieur à 0,4. Le SD étant la valeur qui mesure la perspirance d'un mur ou d'un matériau. Voilà, donc on ne met pas ce qu'on veut en panneau extérieur quand il y a de la paille à l'intérieur. En tout cas, pas d'OSB parce que l'OSB va bloquer la vapeur d'eau. Donc on va plutôt mettre des médiums avec des SD autour de 0,2, type AGPAN, RWH de chez Unilin. On va mettre une fibre de bois support d'enduit, type Pavawall en 40 mm. Et après un enduit chez Weber, Parex ou autre, qui est perspirant. Donc c'est au catalogue. C'est des produits dans la gamme qui sont un petit peu plus chers. Mais ce n'est pas des produits complètement exotiques.
En respectant toutes ces règles-là, les constructions qu'on fait vont tenir 100 ans, hein, comme la maison Feuillette. Il n'y a pas de raison. Voilà, ça donne ça. Donc ça, ne vous méprenez pas, c'est notre système constructif de base, celui qu'on a optimisé, celui qui est le moins cher. Mais évidemment, ça représente 20 ou 30% de ce qu'on fait, parce que tout le reste, c'est du spécifique conforme aux demandes des cahiers des charges, étant entendu qu'aujourd'hui, on est quand même beaucoup tiré par la commande publique. Donc, on répond au CCTP. On aime bien utiliser de la poutre en I en ossature intermédiaire, parce qu'il y a une bonne rupture de pont thermique, et avec notre process, on n'est pas obligé d'utiliser de la poutre en I isolée avec une fibre de bois supplémentaire pour protéger les lames. Donc, ça nous fait un petit avantage concurrentiel et un résultat thermique qui est intéressant. Mais voilà, après, selon les portées, notamment sur les caissons de toiture, on a fait des caissons jusqu'à 10,50 m. Donc, évidemment, là, la poutre en I était hors jeu. On a plutôt pris du BLC en 60 ou en 100 même. Voilà. Donc, ça, on s'adapte. Hein. C'est l'étude exé qui nous le dit, c'est les calculs. Et on fait conformément à ce qui a été défini. OK, on a fait le tour à peu près de la composition. Si vous avez des questions à la fin, on pourrait y revenir. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On travaille. Alors, il y a la case 0, c'est toute l'évangélisation du bois paille en amont. C'est un peu d'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est informer, former sur le bois paille. Une fois qu'on a une commande, en fait, l'étude d'exé va être faite par un bureau d'études ou par notre charpentier, notre client ou une EG, bref. Nous passe la maquette 3D avec des volumes vides dans lesquels nous, on va calpiner nos murs en fonction de nos contraintes dimensionnelles et autres. On fait valider ça et au dernier moment, on fait nos plans 2D. Donc aujourd'hui, on a atteint un niveau de qualité étude développement grâce à ce format universel de l'IFC et l'échange de maquettes qui est plutôt très bon. On ne se retrouve pas avec des plans dans la nature avec des versions différentes. Là, c'est un seul objet, donc ça évite de faire des bêtises. Derrière, on préfabrique, on remplit. Donc, vous voyez une petite idée de la presse et comment on pousse les bottes de paille par la lisse basse qu'on a préalablement enlevée. Derrière, on va équiper les murs, le cas échéant. On charge et les murs partent. Là, on a un chargement à plat, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de bardage, et on a optimisé justement pour réduire l'impact CO2. Voilà, on essaye d'être cohérent. Il faut savoir que les impacts, comme on a optimisé là, on a livré des ouvrages en Bretagne. Et l'impact, c'était l'épaisseur du trait au niveau CO2. Là, on est sur des moins 100, moins 150 kg équivalent CO2 par mètre carré par rapport à un système constructif aux performances comparables. Un transport jusqu'en Bretagne, tel qu'on les optimise, ça va faire 7 kg équivalent CO2 par mètre carré. Bon, il vaut mieux l'éviter, mais voilà, pour répondre à des problématiques de circuit court, voilà, les transports ont quand même un impact plutôt limité en ce qui nous concerne. Et enfin, en guise de conclusion, en fait, à gauche, là, j'ai les trois points qui ont été mis en avant pour la mise en place de la RE 2020, qui sont la sobriété énergétique et diminuer l'impact carbone et garantir un confort d'été. Et en fait, c'est vraiment les 3 points d'excellence, je dirais, du bois paille. D'abord, parce qu'on fait des enveloppes performantes, on fait de la construction passive. On a fabriqué, elle va être inaugurée en août, la première crèche certifiée Passive House en France. Donc 15 berceaux, sans chauffage, sans clim, dans le Jura. Voilà, ça c'est avec un petit isolant complémentaire, mais le gros du job est fait par le bois paille. Ensuite, sur l'impact carbone, on a notre FDES qui est en cours de validation. C'est un peu long, mais on va y arriver.
Aujourd'hui, on a un résultat en ACV dynamique sur le N 15804 à 2 de moins 7 kg. Et pour la petite histoire, en A1, on serait à moins 26 kg. Donc, des systèmes constructifs en négatif, en ACV dynamique sous le N à 2, il n'y en aura pas beaucoup. Et ce qui nous permet de passer les seuils RE 2020 2028. Voilà, la construction en site aussi a des vertus en termes de réduction de CO2 et de pollution sur le chantier. Donc tout ça aussi, ça réduit l'impact carbone. Et puis, on garantit un confort d'été avec le déphasage de 14 heures dont je vous ai parlé, reparlé et reparlé. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation. Et ben on va répondre à vos questions. N'hésitez pas à lever le doigt et puis après je vous donne la parole aussi. Si vous êtes timide, vous pouvez poser une question par écrit dans le chat. Donc il y avait la première, j'ai répondu. Voilà, on commercialise, négoce et en direct. Est-ce que vous avez des questions? Alors là où j'ai perdu tout le monde, c'est un grand moment de... Ou alors peut-être que ça fait une demi-heure que je parle et que mon micro est coupé. Je ne sais pas. Dites-le moi si c'est ça. Concernant la mise en œuvre, quel type de fondation préconisez-vous? On a fait sur du techno-pieux, on a fait sur du micro-pieux. Voilà, on peut s'adapter avec un sommier qui est bien dimensionné. Le gros de la troupe, c'est quand même une dalle béton. Voilà, et après, le système qui nous permet d'éviter tout ce qui est rejaillissement, donc la garde à la pluie de 20 cm, qui peut être sous forme d'un caniveau périphérique ou d'un surbo où on va rehausser. Voilà, c'est comme de l'ossature bois. L'avantage, c'est comme les murs sont assez épais, on peut faire des murs déportés, notamment sur l'extérieur, ce qui permet d'aménager un volume pour isoler le nez de dalle. Voilà, c'est des choses qu'on voit fréquemment. Mais à poser, on accompagne les charpentiers qui n'auraient jamais fait de beau paille. Et finalement, ça se passe super bien parce que les murs, l'assemblage des murs, ils sont lardés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller à l'intérieur parce qu'il y a la paille. Donc, on larde de l'extérieur avec des vis plus longues. Ça, c'est décrit au DTU 31.2. Mais à part cette spécificité, le fait que quand on a fini la journée, on protège bien les ouvrages, à part ça, c'est du très connu. De rien, avec plaisir. D'autres questions? Il nous reste un quart d'heure, donc voilà, je vais aller trop vite là. N'hésitez pas, même sur les coûts, Avez-vous des exemples de projets de réhabilitation? C'est Morgane. Alors attendez, j'ai perdu le truc. Avez-vous des exemples de projets de réhabilitation, rénovation de logements collectifs? Alors, on fait notre première rénovation thermique d'une école à Cluny. Et voilà. Et le système constructif, on est avec même la botte de 360 mm. Sur l'ossature, on refait un manteau, on garde la coque existante. Donc voilà, sur du logement collectif, ça peut être exactement le même principe. C'est du cas par cas, il faut voir si ça s'y prête, si la façade n'est pas trop compliquée. Mais oui, on le fait, c'est en train d'être monté là. Et on a dans le pipe aussi de l'ITE, notamment un truc qui s'y prête pas mal, c'est dans les grandes barres là où on entombe des parties, ça fait des gros murs pignons. Et là on peut isoler avec du bois paille, on n'a pas trop de contraintes d'épaisseur. C'est performant, donc ça marche très très bien. Donc oui, on n'est pas que dans du neuf, hein, je ne l'ai pas précisé, mais on travaille de plus en plus dans la rénovation.
Au niveau des prix, j'ai parlé d'un prix départ autour de 250 € pour la boîte de 36. Vous, ce qui vous intéresse peut-être, c'est le prix fourni posé en fait. Ce qu'on voit, on va se retrouver autour de 230 € du mètre carré fourni posé, prêt à barder et prêt à recevoir le doublage placo intérieur. Et pour la botte de 22, comme il y a moins de bois, nous, ce qui est cher dans nos murs, c'est évidemment le bois, la quantité de bois par rapport à l'épaisseur. Donc, en 22 cm, comptez 30 € de moins, donc ça va tourner autour de 200 € fournis posés. Voilà, ça, c'est les ordres de grandeur. Évidemment, après, en fonction des équipements et du niveau de finition, ça va augmenter, diminuer. Par rapport à la production de paille annuelle, pensez-vous être à même de travailler davantage avec les bailleurs sociaux qui ont des parcs logements collectifs conséquents? Nous, la paille, c'est pas aujourd'hui, c'est pas du tout un facteur limitant. Au contraire, je vois de plus en plus d'agriculteurs qui me sollicitent, qui disent ah tiens, on aimerait bien faire de la petite botte, on a une botteleuse, etc. Donc aujourd'hui, ça sera pas c'est à partir du moment où on l'anticipe, hein, c'est sûr qu'on réagit pas au mois d'avril pour construire quelque chose au mois de juillet. Voilà, là c'est déjà, on est sur la fin des stocks, mais si on l'anticipe un petit peu, on peut réserver. Il y a des opérateurs qui savent le faire. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de paille qui part de France et qui va en Espagne, hein, parce qu'ils ont eu tellement de sécheresse qu'ils n'en avaient plus. Donc, on paye plutôt bien les agriculteurs. Donc, ce genre de flux, à terme, il pourrait être réduit par une consommation nationale à destination de l'isolation, quoi. Redonne le chiffre peut-être de tout à l'heure, Roger. Sur la quantité de paille que ça représenterait, en fait, les 300 000 logements ou 500 000 logements. Si on prélève 5% de la paille disponible, on peut isoler 500 000 logements neufs par an. Voilà, il y a eu des études justement pour éviter des conflits d'usage et puis quelque part des études capacitaires de la filière. Et même si la paille se développe plein pot, on va vraiment rester sur l'épaisseur du trait. Le chanvre, tout à fait. En complément, très bon isolant, voilà, avec Biofib notamment. Donc, ouais, on utilise du chanvre, on utilise du Gramiterm, par exemple, la ouate de cellulose. Le gros complément, aujourd'hui, historiquement, de la paille, c'est la laine de bois. Mais on a d'autres isolants. On a aussi utilisé du coton recyclé. Donc, c'était 500 000 logements. Non, mais je souriais parce que c'était l'objectif après lequel on court depuis 15 ans et ça va finir à 100 000, quoi. Donc, c'était bien le souhait politique il y a quelques années. Enfin, le besoin, c'était plutôt 500 000 logements neufs. Donc, on couvre complètement ça. On est largement capacitaire. Donc, la paille, c'est pas le facteur limitant du développement de la construction bois-paille. Ouais, j'ai dit 500 000 logements. Voilà. Il nous reste encore un petit peu de temps. Comment gérez-vous les intempéries pendant le montage? Très bonne question. Non, mais enfin, la paille crée une chose, hein, c'est l'eau liquide. À l'état liquide, donc notamment la pluie. Bon, nous, on fait pas mal d'essais maintenant on met des bottes de paille sous la pluie. En ce moment, on n'en manque pas, hein, de pluie. On les fait monter un taux d'humidité jusqu'à 70-80%. Là, il y a un processus de compostage qui se lance. Si on ne fait rien, si ça reste encapsulé dans les murs, ça peut faire même une réaction exogène. Et donc, on va composter et la paille ne va plus avoir d'efficacité. Donc, il
va falloir la changer. Mais là, c'est vraiment un cas extrême à 70-80% d'humidité. Nous, quand on a ça, qu'on les rentre, qu'on les met au sec, il y a un moment, le compostage, il s'arrête et on se restabilise. Donc voilà, il y a des opérations à faire quand on est à ces extrémités-là. En dessous de 50% de taux d'humidité, la paille peut sécher. Voilà. Néanmoins, le meilleur moyen de traiter ça, c'est d'éviter qu'il y ait de l'eau qui pénètre dans les caissons. Pour ça, nous, on est hyper vigilants sur chaque mur qui part de chez nous est étanche individuellement à l'air et à l'eau, avec les membranes des deux côtés, scotchées sur la tranche. Donc voilà, donc il est déjà en capacité à prendre quelques averses. On a des consignes importantes à respecter par le charpentier. Une fois que les murs sont dressés, il y a deux parties sensibles, c'est la tête du mob et puis c'est l'embrasure des fenêtres. Donc là, nous, on laisse les membranes filantes pour protéger et on rentre dans on coupe le pare-pluie au moment où on va installer la fenêtre, si ça n'a pas été installé en atelier. Et puis la partie supérieure du mur, où c'est plat en fait et où l'eau peut stagner. On sait que quand l'eau stagne, à un moment, elle finit par passer. On va protéger, donc on a déjà nos membranes et en plus, on va remettre un pare-pluie spécifique, le charpentier, de sorte que cette partie-là soit protégée. Il y a le sujet des caissons de toiture où on se dit, là, on est directement interfacé. En fait, il y a quelques précautions à prendre. Déjà, nous, on fabrique, quand c'est du caisson de toiture, on fabrique tout avant. Et quand on commence à envoyer les camions, il y a le levage sur le chantier, ça va très vite. Donc, on fait un premier pan de mur. Immédiatement, on tire le pare-pluie, un deuxième pare-pluie, le pare-pluie définitif. On chevronne. Donc là, déjà, les caissons sont sécurisés. Et ce qui est bien, c'est quand dans le même lot, on a la couverture, la charpente et la couverture, parce que on enchaîne directement avec les couvreurs. Le risque, en faisant de l'eau, c'est qu'on attende X semaines le couvreur. Ça, c'est quand même des configurations assez sensibles. On prend des risques, donc faut voir le gain en séparant. Moi, je préconise vraiment de faire qu'un seul lot quand on a du caisson de toiture et même quand on a des murs en bois paille en dessous. Et on sait qu'il y a une tête qui fait sa planification, qui fait son ordonnancement et on n'a pas de trou temporel. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. On a une chose sur laquelle il faut faire gaffe, c'est les infiltrations d'eau. Voilà. Donc, voilà, on le fait, on le sait, et on sait comment faire. Voilà, c'est pareil dans des bonnes pratiques. Moi, j'invite les maîtrises d'ouvrage dans les CCTP, les économistes, les équipes amont, à vraiment prévoir une ligne de protection des ouvrages pendant la phase de mise en œuvre. Parce qu'aujourd'hui, c'est dû, mais c'est dû avec des matériaux potentiellement moins sensibles. Si on le fait, au moins tout le monde va le chiffrer et on a quand même beaucoup plus de chances que ça soit fait. Voilà. On a encore 2-3 minutes pour une dernière question, s'il y en a. Sinon, j'estime que j'ai été hyper exhaustif, clair. Bon, écoutez, c'est top, c'est parfait. N'hésitez pas, après vous avez les coordonnées de la société et j'essaie ou Philippe ou moi-même, on essaye toujours d'apporter une réponse. On a beaucoup de sollicitations évidemment, mais jusqu'au particulier qui veut faire son extension de 25 mètres carrés, on prend 5 minutes, on lui donne la doc technique, on lui dit qui aller voir et puis on essaie de lancer, surtout pas couper ces très bonnes idées de construire en bois paille, vous l'aurez compris.
Bah, écoutez, merci à tous pour votre attention, vos questions. Et puis, à très bientôt sur un projet bois paille. Merci à tous. Au revoir.